Bonjour, aujourd'hui nous sommes sur la plateforme de séquençage génomique de l'IHU. Le séquençage, c'est une technique qui permet de déterminer la séquence nucléotide par nucléotide d'un génome, qu'il soit bactérien, viral ou parasitaire. Et on peut aussi appliquer les mêmes méthodes au génome humain. Un génome, qu'est-ce que c'est? Un génome, c'est l'intégralité de l'information génétique d'un être vivant. C'est composé de la succession de 4 nucléotides qui sont les adénosines, cytosines, thymidines et guanines. Et la composition des différents motifs de ces 4 nucléotides qui se succèdent forment des gènes, et ces gènes vont coder eux-mêmes pour des protéines. Et donc l'intérêt de disposer de la séquence complète d'un génome, c'est de comprendre ce que contient ce génome en termes de gènes, par exemple pour identifier le micro-organisme très précisément, par exemple pour savoir s'il contient des gènes associés à de la virulence, est-ce qu'ils sont plus pathogènes pour l'homme que d'autres, savoir s'ils contiennent des gènes ou des mutations qui sont associées à la résistance aux antimicrobiens, aux antibactériens, aux antibiotiques par exemple. Et donc un génome, c'est vraiment l'information ultime qui permet de comprendre un micro-organisme. Donc les équipes de l'IHU ont été parmi les premières à séquencer des génomes bactériens complets, puisque nous avons séquencé le premier génome bactérien, donc celui de Rickettsia connori en 1999, soit juste 4 ans après les séquençages des 2 premiers génomes bactériens séquencés par des équipes américaines. À l'IHU, nous avons une longue tradition de séquençage des micro-organismes, puisque l'IHU s'est doté, enfin l'équipe de l'IHU s'est dotée depuis 1992 d'un premier séquenceur qui était un séquenceur ALF sur gel, qui a été un premier séquenceur utilisé dans un laboratoire de microbiologie clinique. Et à l'époque, ce séquenceur nous a servi à séquencer des séquences du virus VIH et qui a permis aux équipes donc de microbiologie du CHU de Marseille de disposer d'une banque très riche de séquences de VIH. Ensuite, on a suivi toutes les étapes en se dotant à chaque nouvelle étape du développement technique des nouveaux outils, avec en 2005 l'acquisition d'un séquenceur à haut débit. À l'époque, c'était un séquenceur de marque 454 qui était le premier séquenceur à haut débit disponible, et là encore l'équipe de l'IHU a été pionnière en se faisant doter du premier séquenceur à haut débit pour un laboratoire de microbiologie clinique. Ensuite, on a très vite basculé sur la technologie Illumina, dont on dispose 4 séquenceurs actuellement. Et ensuite, dès 2013, on a embrayé sur l'acquisition d'un séquenceur Mignon de la société Oxford Nanopore, qui est une technologie extrêmement innovante à l'époque et qui permet d'obtenir des grands fragments, des longs fragments de séquenceurs d'ADN génomique en une fois. Et on a, depuis l'acquisition des séquenceurs à haut débit, séquencé de l'ordre de 4500 génomes bactériens et plus de 5000 génomes viraux. Et pour la situation actuelle, qui est l'épidémie de Covid, eh bien, nous avons séquencé plus de 3000 génomes de SARS-CoV-2, ce qui nous a permis d'identifier une dizaine de variants du virus qui se sont séquencés à Marseille, jusqu'à plus récemment le variant anglais que nous venons de détecter. Donc je vais vous présenter Madame Ludivine Bréchard, qui est l'ingénieure responsable de la plateforme de génomique, qui va vous expliquer les différentes étapes du séquençage et vous présenter les différents matériels dont nous disposons. Donc bonjour, bienvenue sur la plateforme de séquençage haut débit de l'IHU Méditerranée Infection. Donc le médecin responsable de la plateforme est le professeur Pierre-Édouard Fournier. L'équipe est composée actuellement de 5 techniciens qui sont entièrement polyvalents et compétents sur toutes les différentes étapes du séquençage.
et d'une ingénieure responsable de plateforme, moi-même. Donc, nos missions au sein de cette plateforme est de séquencer des génomes complets de divers micro-organismes, que ce soit des bactéries, des virus ou des parasites, ainsi que des métagénomes, donc caractérisation de microflore complexes de différents prélèvements, tels que des selles, des crachats ou des urines, provenant de patients, toujours dans le but d'aider au diagnostic. De nos jours, l'étude des génomes est devenue primordiale et incontournable, notamment dans le cas d'une pandémie à virus ARN. En effet, cette étude de génome permet de surveiller les mutations du virus, de suivre l'évolution du virus, le SARS-CoV-2, et d'apprécier ses différents variants. Dans le cas du SARS-CoV-2, les prélèvements arrivent sur la plateforme. Ils vont être pré-traités sous des postes de sécurité microbiologique, comme on peut voir ici, qui protègent à la fois la manipulation et l'opérateur. Une fois le pré-traitement établi, les prélèvements vont être extraits avec ces automates de manière à récupérer l'ARN. Ensuite, l'ARN va subir d'autres traitements tels que la rétrotranscription et la cléno, qui permet d'avoir de l'ADN complémentaire et du double brin, pour ensuite être séquencé. Donc, pour ce faire, nous disposons sur la plateforme de différents appareils, dont les MySeq de la société Illumina, qui est une société pionnière dans le séquençage au débit depuis une quinzaine d'années. Donc, en quelques mots, les échantillons d'ADN vont être fragmentés de manière aléatoire, puis des adaptateurs spécifiques vont être accrochés aux extrémités de manière à ce que chaque échantillon ait un code-barre unique. Ensuite, ces échantillons vont être disposés sur une cellule qui va être insérée dans cet appareil. Une amplification clonale va avoir lieu et cette amplification va générer une fluorescence qui va être spécifique de chaque base ATCG. La force du séquençage Illumina, c'est un séquençage bidirectionnel, donc dans les deux directions, ce qui permet d'avoir une bonne couverture, une bonne profondeur et une certaine fiabilité dans nos séquençages. Nous disposons aussi de 2 gridions de la société Oxford Nanopore. Donc en quelques mots, le séquençage nanopore, les fragments d'ADN passent par des nanopores hémisynthétiques et le passage de ces ADN par ces pores va générer des variations du courant électrique. Ces variations du courant électrique vont être enregistrées et interprétées par l'appareil comme des bases ATCG. La force du séquençage nanopore est que cela génère des reads très longs et le séquençage est rapide. De plus, la société Oxford Nanopore a mis à notre disposition un logiciel qui s'appelle Epitomy, qui permet l'analyse en temps réel des séquences générées par confrontation et comparaison avec une base de données. Ce logiciel d'analyse en temps réel est très pratique, surtout dans le cas où le diagnostic n'est pas évident, n'est pas posé. Donc cela peut aider grandement à identifier l'agent responsable de la maladie. Enfin, nous avons acquis récemment un Prométhion qui utilise la même technologie que les gridions, donc la technologie des nanopores, à la différence près que les cellules de flux proposées ont beaucoup plus de pores, donc minimum 5000, ce qui permet de générer jusqu'à 150 gigabases de données et d'avoir donc une meilleure profondeur dans les reads obtenus. Toutes les données générées brutes sont récupérées et analysées par la plateforme de bioinformatique. Alors comment on interprète nos données génomiques et les données de séquençage? Alors il faut savoir que quand on séquence un génome, on va avoir des fragments de ce génome. La qualité et la longueur des fragments va dépendre du type de séquençage que l'on a réalisé. Donc l'étape suivante va consister à assembler ces fragments et reconstituer le génome entier. Donc pour cela, on se sert d'une référence qui est le génome de Wuhan, du coronavirus, sur lequel on va aller mapper, assembler ces différents fragments, ce qui va nous permettre, in fine, d'obtenir un génome complet. Sur la diapo que vous pouvez observer, vous voyez qu'on a des zones de couverture plus ou moins variables. Donc, idéalement, nous obtenons un génome complet. Et si on zoome sur certaines parties, on observe des nucléotides qui correspondent
à la référence de Wuhan, mais également vous allez observer des mutations. Alors on peut observer différents types de mutations. Des mutations qui vont changer des nucléotides par rapport à la référence, c'est une chose. On peut également identifier des insertions, des délétions de nucléotides. C'est ce que nous traquons en séquençant ces génomes. Eh bien, on a séquencé aujourd'hui 1038 génomes. Donc ces 1038 génomes complets sont déposés sur une base de données publique accessible qui s'appelle JZ. Et sur tous ces génomes, nous avons fait une cartographie évolutive, c'est sur la diapo, une cartographie évolutive pour avoir une idée de la diversité, de la variabilité génétique qui existe dans tous ces virus. Donc l'idée est de localiser au niveau du génome l'ensemble des mutations. Donc vous verrez qu'il y a des zones qui sont plus susceptibles que d'autres aux mutations, et de cartographier chaque position afin de déterminer l'impact sur la protéine virale. Alors sur cette représentation, vous avez une cartographie des différentes mutations et notamment un exemple dans lequel vous voyez qu'une mutation va engendrer une cassure au niveau d'une liaison covalente qui est un pont disulfure. Donc l'idée est ensuite d'évaluer l'impact au niveau de la structure et de la fonction de ces mutations sur la protéine virale. Donc vous avez, lorsqu'il y a accumulation de mutations, un changement conformationnel qui peut entraîner une modification de la fonction de la protéine et in fine avoir des conséquences sur la transmission, sur la virulence de votre virus. Alors on va reconstruire ce qu'on appelle un arbre phylogénétique. Dans cet arbre, on va aligner l'ensemble de nos génomes, on va comparer ces génomes et on va retracer dans cet arbre le cheminement des différentes mutations et les accumulations successives. Donc vous pouvez retracer toute l'histoire évolutive des mutations qui se sont accumulées successivement. Et on va voir apparaître ce qu'on appelle des signatures spécifiques de certains groupes, des patterns de mutation. Donc c'est ainsi que l'on va déterminer différents variants. Par exemple, vous pouvez voir des accumulations de mutations avec des très longues branches. C'est ainsi qu'on peut voir l'émergence de certains variants. Donc si l'on se replace dans le contexte du variant anglais, on peut comparer ce variant anglais à l'ensemble des génomes que nous avons publiés. En prenant un représentant par groupe, on va observer des mutations spécifiques qui sont propres à ce variant anglais. Et ce sont donc ces mutations que nous allons utiliser pour traquer ce virus, pour diagnostiquer à partir des prélèvements patients. Ça peut se faire par une approche classique de PCR et idéalement par le séquençage du génome complet à partir du prélèvement patient. Et l'avantage du séquençage, c'est que l'on peut traquer et voir l'évolution de ce virus en fonction du temps. Donc c'est ce que nous réalisons actuellement sur l'ensemble de nos prélèvements. En pratique, il y a plusieurs façons de faire, notamment le séquençage génomique. Donc quand le patient excrète énormément de virus, c'est possible d'arriver à avoir la séquence directement sur le prélèvement. Donc ça, c'est la façon parfaite quand on veut le faire. Sinon, quand le patient excrète pas suffisamment de virus, soit on passe par des étapes d'amplification du virus, donc des amplifications moléculaires qui sont un peu longues, mais enfin c'est faisable. Soit on peut obtenir le virus en culture et séquencer la souche qui a été isolée en culture. Et la culture va assez vite, c'est-à-dire un prélèvement qui est inoculé, au bout d'une semaine on peut avoir la souche et elle est disponible pour être passée en séquence. Mais bien évidemment c'est une semaine, c'est-à-dire c'est une semaine de plus que quand on le passe directement à partir du prélèvement. Donc pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y en a qui ont besoin de passer par la culture parce qu'on a fait un petit morceau de séquence qui prouve que c'est le variant anglais. Et après, la séquence génomique, on l'aura plus tard. En revanche, ce qu'on a, c'est des prélèvements qui ont été inoculés, qui étaient très très chargés en virus. Ils ont été inoculés vendredi après-midi et ils ont déjà poussé ce matin. En pratique, quand on est hors période de crise, de toute façon, on ensemence toute la journée, éventuellement, en période de crise, on peut ensemencer la nuit et le week-end, il faut voir si ça a un intérêt. Mais quand ça a un intérêt, oui, ça peut être fait n'importe quand.